Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, participera demain par visioconférence à l'Assemblée générale ordinaire, l'AGO, des Nations Unies, où il prononcera une allocution qui définira la position de l'Algérie vis-à-vis des questions régionales et internationales d'honneur. On parle également ce soir de ce message de condoléances du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui a présenté ses sincères condoléances à la famille du chanteur et musicien Hamdi Bennani, décédé, il faut le rappeler, ce lundi, à l'âge de 77 ans à l'hôpital Ibn Sina à Annaba. On parlera aussi de la visite après le Mali. Le ministre des Affaires étrangères, Sabel Bouradoum, dépêché par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a entamé aujourd'hui même une visite de travail en République du Niger, en provenance de la capitale malienne Bamako. Et puis la journée internationale de la paix a été célébrée aujourd'hui à Alger, placée sous le thème de la solidarité avec les deux peuples palestiniens et sahraouis. L'occasion pour nous ce soir d'écouter un témoignage inédit sur la torture des militants sahraouis dans les prisons marocaines. Voilà pour les titres de l'actualité, bienvenue à tous. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, participera donc demain mardi par visioconférence à l'Assemblée générale ordinaire des Nations Unies, où il prononcera une allocution qui définira la position de l'Algérie vis-à-vis des questions régionales et internationales de l'heure. Outre la réforme de l'organisation onusienne, notamment le Conseil de sécurité, pour qu'il soit plus équitable en termes de représentation régionale des continents, bien sûr. Cette session qui coïncide, il faut le rappeler, avec le 75e anniversaire de l'ONU se tiendra sous le slogan « L'avenir que nous voulons ». Les Nations Unies dont nous avons besoin, réaffirmer notre engagement collectif en faveur du multilatéralisme, affronter la Covid-19 par une action multilatérale efficace. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présenté ses sincères condoléances à la famille du chanteur et musicien Hamdi Bennani, décédé ce lundi à l'âge de 77 ans à l'hôpital de Ibn Sina à Annaba. J'ai appris, écrit le président sur ce message Twitter, avec une profonde tristesse et affliction, la nouvelle du décès de l'ami et grand artiste Hamdi Bennani. Avec sa disparition, la scène artistique perd un homme engagé qui a su gagner le respect du public avec son art tout au long de son parcours artistique, tant à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur, a écrit le président de Tebboune sur son compte officiel Twitter. En cette douloureuse épreuve, je tiens à exprimer mes sincères condoléances et ma profonde compassion à sa famille et à tous ses fans. À Dieu nous appartenons et à lui nous retournons, a ajouté le président dans son message. Le Premier ministre Abdelaziz Jarrad a également présenté ses sincères condoléances à la famille de l'artiste Hamdi Bennani, il faut le rappeler, décédé ce lundi à 77 ans à l'hôpital Ibn Sina, estimant que la scène artistique en Algérie, notamment la chanson Malouf, a perdu avec sa disparition l'une de ses icônes. C'est avec beaucoup de tristesse et de chagrin que j'ai appris la nouvelle du décès de l'artiste Hamdi Bennani des suites d'une longue maladie. Et puis sachez que les artistes et acteurs de la scène culturelle de la wilaya de Annaba ont été unanimes à reconnaître que le chanteur bonnois Hamdi Bennani, surnommé l'Ange Blanc, décédé donc ce lundi, fut un des meilleurs ambassadeurs de la chanson Malouf et de la musique andalouse sur la scène internationale lors de son inhumation de l'artiste qui a eu lieu donc après la prière de l'Asr au cimetière familial de Sidi Aïssa dans la ville de Annaba. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, a présidé hier une réunion du Conseil des ministres consacrée à plusieurs dossiers liés au secteur des mines, de la santé, des finances et de l'agriculture. Plusieurs mesures et décisions ont été annoncées. On revient sur cette réunion avec Nesrine Ben Saïdi. Après présentation et adoption des exposés dans le secteur des mines, de l'agriculture, de la santé et des finances, lors du dernier Conseil des ministres, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a donné plusieurs orientations et instructions concernant notamment le secteur des mines, où le chef de l'État demandait l'actualisation avec précision de la cartographie minière nationale pour définir les zones à exploitation industrielle et celles à exploitation artisanale. Dans l'attente de la révision
l'occasion de la loi minière, le président de la République a ordonné le lancement immédiat de l'exploitation artisanale en recourant à des solutions conjoncturelles, la valorisation des initiatives individuelles et leur libération de toute entrave bureaucratique pour encourager les jeunes de la région à exploiter ce minerai, tout en chargeant le Premier ministre de tenir une réunion de coordination entre les ministères concernés par l'extraction de l'or et le ministère de la Défense nationale en vue de traiter les questions liées à l'interdiction de l'exploitation illégale et anarchique par les orpailleurs illégaux dans la région, parallèlement à la sauvegarde des monuments culturels et sites archéologiques dans le Grand Sud. De son côté, le ministère de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire a été instruit d'accompagner les entreprises concernées par ce projet et d'assurer la sécurité au niveau des circuits d'exploitation en coordination avec le ministère de la Défense nationale. Le président de la République a également instruit le ministre des Mines à l'effet d'accélérer l'exploitation de la mine de fer de Rardjbilet et du gisement de zinc et de phosphate de Ouadamizor. Dans le secteur de la santé, le président de la République a ordonné la réalisation d'un centre anti-cancer dans la wilaya de Djelfa avec pour délai le 15 octobre prochain comme délai pour poser la pierre angulaire de ce projet. Assurer les prestations hôtelières nécessaires pour l'hébergement des familles accompagnatrices venant de loin et encourager les donateurs dans ce sens. À défaut, l'État s'en chargera. Au volet finances, le président de la République a exhorté à œuvrer à tirer profit des institutions financières à travers l'acquisition des postes au sein de ces entreprises ainsi que le financement au profit de l'Algérie. L'ouverture de banques algériennes à l'étranger en vue de permettre aux Algériens expatriés le dépôt ou le transfert de leur argent. Concernant le secteur de l'agriculture, le Conseil des ministres a approuvé des décisions permettant l'octroi de terres agricoles aux sinistrés dans la wilaya de Mila. Au terme de la réunion, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, n'a pas manqué de donner les instructions en établissant un rapport concernant les rentrées scolaires et universitaires en vue de le présenter au Conseil des ministres lors de sa prochaine réunion. Le rapport portera sur la possibilité de poursuivre les études concernant les secteurs de l'éducation et de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, ainsi que la formation professionnelle, et ce en vue de suivre l'évolution de la pandémie de coronavirus concernant notamment le transport et l'hébergement. Par ailleurs, le chef de l'État a ordonné la révision et l'assainissement du fichier national du logement et de soumettre tout engagement financier concernant l'importation à une approbation antérieure du Conseil du gouvernement en vue de protéger le produit national et encourager la consommation du produit local. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a accordé dans le cadre de ses rencontres périodiques régulières avec la presse nationale une entrevue à des responsables de médias nationaux, lors de laquelle il a abordé nombre de questions nationales et régionales. Bien sûr, nous revenons ce soir sur quelques déclarations phares faites par le président de la République. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, avait accordé dans le cadre de ses rencontres périodiques cet entretien, je le rappelle. Il avait appelé notamment à l'impérative de réduction du budget destiné aux transferts sociaux, oscillant entre 12 et 14 milliards de dollars par an, sans pour autant attenter aux catégories défavorisées. On écoute le président. Les transferts sociaux varient entre 12 et 14 milliards de dollars par an. لازم نقلصها بصفة ولا أخرى بدون ما نمس الفقراء تاع البلاد والمعوزين. بدينا نحيت لهم الضرائب هذه تاع أقل من 30,000 دينار. نزيدوهم في الدعم نتاعهم باش تبقى نفس الفرص والعيش الكريم لكل جزائري. الفقير ما يتحملش الأسعار الحقيقية. لازم ندعموا. كيفاش ندعموا؟ ندعموا بسك شهري. Le président de la République a par ailleurs assuré qu'il ne tolérait aucun agissement qui freinerait les intérêts des citoyens, affirmant qu'une prise en charge graduelle des préoccupations citoyennes est nécessaire. On l'écoute.
فيه مشاكل لازم تتصدى لها. هذه هي المسؤوليه. انا كنت عارف باللي ما غاديش نلقى الورد، ولكن الامور تحل تدريجيا. تقهقرنا في عده ميادين، اصبحنا بالنسبه للانترنت، انا بالنسبه لي هذا الشيء ما يشرفناش. بلاد اللي ماشيه لي ستارت اب، ماشيه ليكونومي نيميريك، ماشيين الكوميرس الكترونيك، ماشيين البايمون الكترونيك، ما تقدرش تمشي لهاد الصوالح الا ما عندكش تضمن بالاقل انترنت فيابل. اليوم شفنا بالنسبه لبعض المكاتب تاع البريد يقولوا انترنت راه مقطوع، والسيد دايرين لاشان باش يدوا دراهم قال انترنت مقطوع. من هذه الامور هذه انا شخصيا اعوذ بالله من قولت انا والله العظيم ما نزيد نتسامح فيها. il faut sécuriser surtout الاماكن اللي يجيهم الشعب. لا دير ان دوبل اليمونطاسيون، طيح واحده اون بان اخرى راها تمشي براسك. مي لازم تقدموا في هذا الميدان. ايش باس من لا فان دو لاني، من اخر السنه بدايه 21 المواطن غادي يشعر باللي il y a du changement en matière de débit internet. Le président de la République s'est également exprimé sur la question importante de la mémoire. À ce propos, il a affirmé que la chaîne de télévision dédiée à la mémoire sera lancée le 1er novembre prochain et traitera entre autres de toutes les questions de l'histoire coloniale de la France en Algérie. On l'écoute. فيه لوبي زاد وكبر وترعرع في الكراهيه وراهم يضيعوا في وقتهم. بغى يستعمل لي زو ان جي، بغى يستعمل هذه، بغى يستعمل مقالات، بغى يستعمل الجزائر حره مستقله 58 سنه وما تسمحش في السياده نتاعها، راه يضيع في وقته. يتلاهوا بصوالحهم احسن لهم. هذه الكراهيه هذه نتاع الجنه اللي فقدوها ونتاع كذا ونتاع كذا صبحت تاثر في العلاقات بيننا وبين الدوله الفرنسيه. وما نتراجعوش حنايا، تراجعوش. السوفرانتي نتاعنا ما تمسش بشبر. الذاكره هي الذاكره، والتلفزيون تاعنا تنطلق ان شاء الله ل 1 نوفمبر، التلفزيون تاع الذاكره ونجيبوا فيها القديم والجديد. والروفات نتاعنا نجيبوها ولي زارشيف تاعنا نجيبوها. و c'est une condition de rétablissement de bonnes relations paisibles et apaisées مع l'ancienne puissance coloniale. Et puis sur les questions internationales, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a réitéré la position constante de l'Algérie vis-à-vis de la cause palestinienne qui est sacrée pour nous et pour l'ensemble du peuple algérien. Il déplore dans ce sens l'empressement pour la normalisation avec l'entité sioniste. أنا نشوف في نوع من الهرولة للتطبيع. احنا أولا ما نشاركش فيها وما نباركش فيها. والقضية الفلسطينية عندنا تبقى قضية مقدسة بالنسبة لنا وبالنسبة للشعب الجزائري برمته. قضية تاع فيش حل قضية الفلسطينية. ربما من على نهار 3 في الخطاب تاعي في الجمعية العامة تاع الأمم المتحدة غادي نكرر نفس الشيء. القضية الفلسطينية بالنسبة لنا قضية مقدسة، أم القضايا، قضية جوهرية ما تتحل إلا بالدولة الفلسطينية في حدود 67 وعاصمتها القدس الشريف. وتم أعتقد في حالة ما تكون فيه إعلان تاع الدولة الفلسطينية رسميا مشكل الشرق الأوسط يتحل. مفتاح الشرق الأوسط هي القضية الفلسطينية. Je vous rappelle que l'entrevue du président de la République avec la presse sera rediffusée ce soir, juste après le journal de 20h sur les chaînes de la télévision publique. Dans l'actualité également, le bureau de l'Assemblée populaire nationale a soumis ce lundi lors d'une réunion présidée par Slimane Chennine, président de l'Assemblée, 4 projets de loi aux commissions spécialisées pour examen. Alors, il s'agit du projet de loi portant approbation de l'ordonnance modifiant et complétant l'ordonnance 66-155 du 8 juin 66 portant code de procédure pénale, du projet de loi également portant approbation de l'ordonnance relative à la prévention et à la lutte contre les bandes de quartier, du projet de loi
portant approbation de l'ordonnance modifiant et complétant la loi relative à la santé et le projet de loi également portant ratification de l'accord portant création de la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAf. Le ministre des Affaires étrangères Sabri Boukadoum, dépêché par le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a entamé ce lundi une visite de travail en République du Niger, en provenance de la capitale malienne Bamako. Boukadoum a été reçu par le président de la République du Niger, Mamadou Issoufou, à qui il a transmis des salutations de son frère, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, tout en lui réitérant la détermination de l'Algérie à renforcer les relations de coopération bilatérale et la concertation politique entre les deux pays sur les questions d'intérêt commun, notamment au Mali et en Libye, ainsi que les autres défis que connaît la région. Lors de cette rencontre, le président nigérien a réaffirmé l'attachement de son pays aux relations de coopération avec l'Algérie. Il salue cette dynamique qui les caractérise en adéquation avec le caractère spécifique des relations liant l'Algérie au Niger et les deux peuples de ces deux pays. Issoufou s'est félicité aussi de la coopération bilatérale fructueuse dans plusieurs domaines. Il exprime sa volonté de poursuivre et de renforcer la coopération dans le domaine économique, notamment en mettant à profit les projets structurants dans la région ainsi que dans le domaine sécuritaire. À cette occasion, le président du Niger a exprimé sa profonde gratitude et ses vifs remerciements à l'Algérie et au président de la République pour la solidarité constante de notre pays avec le Niger, notamment dans la lutte contre la pandémie et du nouveau coronavirus et les catastrophes naturelles qui surviennent dans cette région africaine. Le chef de la diplomatie algérienne, il faut le rappeler, avait rencontré également le Premier ministre nigérien Brigi Rafini et le président de l'Assemblée nationale nigérienne Husseini Tini, avec lequel il a évoqué les voies et moyens de renforcer la coopération à l'occasion des prochaines échéances bilatérales. À propos de l'audience qu'avait accordée le président nigérien au chef de la diplomatie algérienne, je vous propose d'écouter la déclaration de Sabri Boukadoum. باستقبال من طرف السيد رئيس الجمهورية محمد يوسف الذي بلغته تحيات أخيه رئيس الجمهورية. J'ai été reçu par le président de la République du Niger, M. Mahamadou Issoufou, à qui j'ai transmis les salutations de son frère, le président de la République, M. Abdelmajid Tebboune, tout en lui réitérant la détermination de l'Algérie à renforcer les relations de coopération bilatérale. Cette rencontre dans le cadre de l'intérêt qu'accorde l'Algérie aux pays frères de la région du Sahel. Comme vous le savez, j'ai effectué une visite hier à Bamako où j'ai suivi le point de vue du président Issoufou, qui s'est félicité de la coopération bilatérale fructueuse dans plusieurs domaines et sur les questions d'intérêt commun, notamment au Mali et en Libye, ainsi que les autres défis que connaît la région. Nous avons d'ailleurs relevé les convergences de vues et une volonté de poursuivre et de renforcer la coopération, dans le domaine économique notamment. Nous allons également mettre à profit les projets structurants dans la région, ainsi que dans le domaine sécuritaire. وتعزيز التعاون الأمني بين البلدين لمواجهة التحديات الأمنية في المنطقة. Le ministre des Affaires étrangères Sabri Boukadoum, il faut le rappeler, avait entamé sa visite dans la région par une halte au Mali. C'était hier, une visite de travail dans la capitale malienne Bamako, au cours de laquelle il avait tenu des entretiens sur la situation dans ce pays. Yamina Saïdji avec ce retour sur la visite d'hier du MAE algérien. Visite de travail dans la capitale malienne Bamako, au cours de laquelle il a eu des entretiens sur la situation dans ce pays. Une visite qui a permis d'exposer la position de l'Algérie concernant la situation au Mali et la nécessité de préserver la paix dans ce pays voisin. J'ai été chargé par le président de la République, Abdelmajid Tebboune, d'accomplir cette visite. La deuxième en l'espace d'un mois, à Bamako, où j'ai été très bien accueilli par toutes les parties maliennes, du Conseil et les forces politiques. Nous avons transmis la position de l'Algérie concernant cette conjoncture que connaît le Mali actuellement et nous avons discuté en toute franchise et fraternité avec nos partenaires maliens qui étaient à l'écoute. De son côté, le Comité national pour le salut du peuple malien a salué la disponibilité de l'Algérie. À sa tête, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, à poursuivre son accompagnement aux frères maliens dans leurs efforts à conduire une transition calme et apaisée qui soit à la hauteur des attentes du peuple malien et qui permettra le retour de l'ordre constitutionnel. C'est la deuxième fois en un mois
que Son Excellence le ministre des Affaires étrangères de l'Algérie se retrouve au Mali. Sa mission principale, c'est de savoir où est-ce qu'on en est avec la situation actuelle du Mali. On a échangé avec lui sur ça. Un autre point, c'est où est-ce qu'on en est avec les accords issus du processus d'Alger, qui tient à cœur non seulement à l'Algérie, qui est le parrain de ces accords, ainsi qu'à la partie malienne. Et le dernier point qu'on a échangé, c'est par rapport à la lutte antiterroriste, et sa visite s'inscrit dans ce cadre général. Le ministre s'est également entretenu avec d'autres acteurs politiques maliens, dont notamment Sidi Ibrahim Ould Sidati, président de la délégation de coordination des mouvements de l'Azawad au comité de suivi de l'accord d'Alger. Le ministre a également eu des entretiens avec le chef de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali et le chef de la mission de l'Union africaine pour le Mali et le Sahel. Ces deux entretiens ont porté essentiellement sur l'évolution de la situation au Mali ainsi que sur la coordination des efforts en matière de stabilisation de la région. Les Algériens font partie de nous et nous faisons partie d'eux. Je suis très fier et je salue la position de l'Algérie sur la question malienne et la crise que notre pays traverse. Il est connu que nous entretenons de très bonnes relations avec l'Algérie. L'intérêt qu'accorde l'Algérie à notre pays reflète la qualité des relations qui lient nos deux peuples. Je saisis cette occasion pour transmettre les salutations du peuple malien à l'ensemble du peuple algérien, à sa tête le président de la République, Abdelmajid Tebboune. Et j'espère vous rendre visite en Algérie très prochainement. Lors de ces entretiens avec les représentants de la coordination des mouvements de l'Azawad et des mouvements de la plateforme signataire de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger, les interlocuteurs maliens ont exprimé leur appréciation pour le rôle de l'Algérie, ainsi que la solidarité et la marque d'attention particulière pour le Mali en cette période difficile. Le ministère de la Communication a annoncé ce lundi sa décision de ne plus autoriser la chaîne française de télévision M6 à opérer en Algérie après la diffusion hier soir par cette chaîne d'un documentaire portant un regard biaisé sur le Hirak réalisé par une équipe munie d'une fausse autorisation de tournage. Ce précédent nous conduit à décider de ne plus autoriser M6 à opérer en Algérie sous quelque forme que ce soit, a indiqué le ministère dans un communiqué. Selon la même source, une journaliste franco-algérienne a assuré la réalisation du film avec l'aide d'un fixeur algérien muni d'une fausse autorisation de tournage, une infraction au demeurant sévèrement sanctionnée qui restera inscrite au compte indélébile de ces auteurs qui auront à répondre aux poursuites prévues par l'article 216 du Code pénal algérien pour faux en écriture authentique ou publique, précise le ministère de la Communication. Force est de constater qu'à l'approche de chaque rendez-vous électoral crucial pour l'Algérie et son avenir, des médias français s'adonnent à la réalisation et à la diffusion de reportages filmés et autres produits journalistiques dont le vil but de tenter de démotiver le peuple algérien, notamment sa jeunesse, déplore encore le ministère dans son communiqué. Le ministère de la Communication a révélé à ce titre qu'il n'est pas fortuit que ces médias outillés pour exécuter un agenda visant à ternir l'image de l'Algérie et à fissurer la confiance indéfectible établie entre le peuple algérien et ses institutions agissent de concert et à différents niveaux et supports. Le ministère de la Communication a rappelé dans ce contexte que la rédaction de la chaîne française M6 avait introduit le 6 mars dernier une demande d'accréditation de presse pour les membres de l'équipe de l'émission Enquête exclusive en vue du tournage d'un documentaire sur la valorisation de l'essor économique et touristique de la ville d'Oran, ainsi que le multiculturalisme qui fait la richesse de notre pays. Cette demande a reçu une suite défavorable des services du ministère de la Communication et des Affaires étrangères, a-t-il souligné, relevant qu'au final, l'équipe a produit un tout autre documentaire diffusé hier, donc à 23h10, heure française, sous le titre « Algérie, le pays des révoltes », portant un regard donc biaisé sur le Hirak. D'une durée de 75 minutes, ce film documentaire réalisé par le dénommé Dahmen Ziyen traite du Hirak et de la jeunesse algérienne à partir de témoignages de 3 jeunes Algériens sur l'avenir dans leur pays, rappelle-t-on. Selon le synopsis du dit documentaire, il est également question de relater le désespoir de certains Algériens qui n'envisagent qu'une option, fuir le pays, un pays où filmer est très difficile,
subodore le producteur-présentateur Bernard de la Villardière, a-t-on ajouté. Selon le ministère de la Communication, ce dernier a reconnu avoir eu recours à l'usage de caméras discrètes avant de souligner le choix de nombreux journalistes anonymes ayant travaillé pour ce qu'il prétend être une enquête. Au final, censé dévoiler la banqueroute du régime algérien, le produit est une somme de 3 témoignages insipides, puisant dans les clichés les plus réducteurs. D'abord, celui de Nour, une youtubeuse qui rêve de liberté en vivant des conseils de maquillage qu'elle donne aux femmes. Ensuite, Narges, qui, elle, a décidé de vivre à l'occidental, dans un pays jugé ultra-conservateur. Et puis enfin Ayoub, qui rêve de voir un État islamique naître en Algérie et s'est engagé à cette fin en politique, a-t-il encore ajouté. Le ministère a fait savoir à ce propos que les principaux concernés ont pris contact avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel français, le CSA, et ont saisi les services de l'ambassade de France en Algérie afin de porter plainte pour avoir été manipulés hors de tout professionnalisme, de toute déontologie et de toute morale. Dans une mise au point publiée aujourd'hui sur les réseaux sociaux, Nour déplore le manque de professionnalisme de la chaîne et regrette vraiment d'avoir participé à ce reportage, soulignant que celle-ci rapporte avoir été contactée par un journaliste algérien pour un reportage traitant de l'émancipation de la femme algérienne et qu'elle était loin d'imaginer qu'elle allait être utilisée, elle et son mari, pour donner une mauvaise image des femmes et des hommes de notre pays. Un tournage clandestin supposé révéler la face cachée de notre pays s'est avéré être une somme d'anecdotes sans profondeur et sans rapport avec la réalité socio-économique en amélioration constante et politique d'ouverture démocratique, conclut le ministère de la Communication dans ce communiqué par rapport au documentaire diffusé, je le rappelle, hier sur la chaîne française M6. Dans le cadre plutôt intervenant dans un contexte de crise sanitaire, la Journée internationale de la paix a été célébrée aujourd'hui à Alger. Elle a été placée sous le thème de la solidarité avec les deux peuples palestiniens et sahraouis. Étaient présents des représentants du corps diplomatique accrédité à Alger, des experts nationaux et étrangers et des militants également. Couverture Nakhla Larbi. Qu'il s'agisse de la cause palestinienne ou de la question du Sahara occidental, l'Algérie a toujours prôné la légalité internationale. Aujourd'hui encore, la société civile algérienne a réitéré par la voix de ses chercheurs et experts sa position constante et son soutien indéfectible aux peuples opprimés. C'est une fierté pour nous, le peuple algérien. L'Algérie de tout temps a eu un comportement historique respectable aux côtés des peuples opprimés. Je voudrais rappeler ici dans les années 70 et 80, l'Algérie a soutenu 17 mouvements de libération africains et non africains. Et aujourd'hui, elle le fait aussi avec la même foi, la même détermination avec le Front Polisario, qui est un mouvement de libération reconnu et représenté dans 142 pays. Elle est adossée aussi sur le respect du droit international, qui, aussi bien dans la question palestinienne que dans la question sahraoui. Célébrée dans un contexte de pandémie, la Journée internationale de la paix a été pour le professeur et militant Pierre Galland, qui intervenait en visioconférence, l'occasion pour rappeler que la concrétisation et le maintien de la paix est un exercice permanent, non pas pour empêcher des conflits, mais pour apporter une réponse aux causes de ces derniers. Or, les derniers accords signés entre les deux États arabes et l'entité sioniste ne plaident pas en faveur de la paix. L'Algérie maintenant est le seul pays arabe à avoir honoré ses engagements vis-à-vis de la révolution palestinienne, puisque nous n'avons aucun accord ni aucune relation avec Israël. En fait, les Palestiniens sont les grands perdants de ces accords, mais surtout sur le plan de la solidarité interarabe. De son côté, l'enseignant et chercheur universitaire Ahmed Keteb a mis en avant les similitudes entre la question du Sahara occidental et la question palestinienne. On a Israël qui continue à bafouer le droit international et grignote chaque jour que Dieu fait ce qui reste de la Palestine. On a également le Maroc, le système qu'on peut qualifier de makhzen. Et là, le système colonial marocain procède de la même façon que le système colonial israélien pour grignoter chaque jour que Dieu fait les territoires sahraouis occupés et tente, contre vents et marées, d'imposer une marocanisation que les Sahraouis, que le peuple sahraoui, que la terre sahraoui refuse.
mordicus. L'affaire du Sahara occidental est une affaire de décolonisation. Donc il y a plusieurs résolutions et plusieurs bases juridiques pour la qualification de cette affaire comme étant une affaire de décolonisation. Mais malheureusement, les Nations Unies, l'Organisation des Nations Unies n'arrive pas à assumer sa responsabilité concernant cette affaire et l'organisation d'un référendum pour le peuple sahraoui. L'organisation des référendums d'autodétermination du peuple sahraoui et la proclamation d'un État palestinien indépendant sur les frontières de 1967 avec El Quds pour capitale. Deux questions sacrées largement débattues aujourd'hui. Les idées coloniales ont changé de visage. C'est un néocolonialisme, mais la stratégie est la même, les méthodes sont les mêmes. Mais heureusement, il n'existe pas de force dans le monde qui puisse imposer sa volonté à un peuple. Et dans le cadre de la solidarité avec le peuple sahraoui, le Croissant Rouge algérien a procédé hier à une caravane humanitaire. 82 différents denrées alimentaires et divers produits de première nécessité ont été acheminés au camp de réfugiés. À Tindouf, justement, nous allons à la rencontre de Saïd Nouaoura, volontaire au sein du Croissant Rouge algérien, bénévole et militant de la cause sahraoui. Ça fait plus de 2 décennies qu'il fait du travail humanitaire dans les camps de réfugiés sahraouis. Commentaire Walid Yousfi. Depuis plus de 21 ans, Saïd Nouaoura milite avec ferveur pour la cause sahraoui avec le Croissant Rouge algérien. Un travail humanitaire qui a débuté à la fin des années 90 à Tindouf, dans le sud du pays. Dès lors, Saïd ne quitte jamais les camps de réfugiés sahraouis. Mon militantisme avec le Croissant Rouge algérien auprès du peuple sahraoui a débuté en 1999. Cela fait plus de 21 ans que je suis coordinateur du Croissant Rouge algérien à Tindouf. Après tant d'années, je considère que le peuple sahraoui est un peuple frère. Ce qui les touche me touche personnellement. Un dévouement qui force l'admiration de ses confrères. Saïd est très humble, c'est un patriote qui travaille ici en tant que bénévole. Il représente très bien le Croissant Rouge algérien. Une passion transmise à ses proches. La solidarité avec le peuple sahraoui et le travail humanitaire sont une affaire de famille. Ma famille s'investit totalement dans le travail humanitaire. Ma femme est une employée du Croissant Rouge algérien et j'ai 3 fils qui sont bénévoles. Nous nous sommes habitués au travail humanitaire. Notre amitié pour le peuple sahraoui nous encourage à donner encore plus de nous-mêmes et soutenir ce peuple frère. Depuis notre plus jeune âge, notre père nous encourage à faire du travail humanitaire. À de nombreuses reprises, nous avons participé à des opérations de solidarité en faveur du peuple sahraoui avec le comité de wilaya. Un élan de solidarité qui dure depuis plus de 2 décennies. Saïd fait partie de nombreux bénévoles militants inconditionnels pour la cause sahraoui. La cause sahraoui, on en parle également ce soir avec ce témoignage inédit sur la torture et les pratiques inhumaines perpétrées par la force d'occupation marocaine à l'encontre des militants sahraouis dans les geôles marocaines. Sidi Mohamed, âgé de 42 ans aujourd'hui, revient sur cette partie de sa vie malgré les séquelles. Il poursuit son combat pour l'autodétermination du peuple sahraoui. Il livre, je le disais, un témoignage inédit au micro de Afab Belouchet. Je m'appelle Mohamed Bella. Je suis né en 1979 dans la ville de l'Ayoun occupée. En 2005, j'ai été appréhendé et considéré comme prisonnier politique, alors que je n'étais qu'étudiant en 2e année universitaire, spécialité histoire géo. Mon arrestation a eu lieu le 8 août 2005. Suite à une enquête sur moi. Il faut savoir qu'à cette époque-là, je faisais partie d'une cellule secrète dans la région. Et depuis cette date, j'ai été torturé physiquement. On a attenté à ma dignité en utilisant des bouteilles en verre, une pratique connue pour torturer les prisonniers politiques. Ils ont même menacé de porter atteinte à ma famille. Il faut savoir que j'ai subi une énorme pression psychologique à cause des tortures qui se pratiquaient sur d'autres personnes qui eux aussi étaient prisonniers.
et qui étaient à côté. J'entendais leurs cris à partir de ma cellule. La pire torture que j'ai subie était celle où on m'attachait les poignets et les pieds sur une barre suspendue, comme pour retirer un poulet. Et la durée de condamnation des prisonniers politiques pouvait aller de 9 mois à 20 ans. Après 30 jours passés là-bas, j'ai pu faire entrer une caméra avec la complicité d'un des agents de sécurité corrompus. D'ailleurs, ils pouvaient facilement être achetés. Et ils le sont toujours. Aujourd'hui, grâce à cette caméra, plusieurs prisonniers politiques et moi-même sommes libres. Cette photo a permis de dévoiler et de dénoncer le Maroc quant à ses mensonges sur le traitement de ces prisonniers au Maroc ainsi que ceux dans le Sahara occidental. Aujourd'hui, grâce à cette caméra, plusieurs prisonniers politiques et moi-même sommes libres. Cette photo a permis de dévoiler et de dénoncer le Maroc quant à ses mensonges sur le traitement de ces prisonniers au Maroc ainsi que ceux dans le Sahara occidental. Et ce n'est qu'en 2013 que j'ai eu la chance d'avoir un visa, ce qui m'a permis de quitter la région et aussi de continuer mon combat pour la cause du Sahara occidental en tant que militant sahraoui au-delà du territoire occupé. Ce qui nous a permis de nous constituer en associations et organismes, en somme en société civile, pour faire pression, surtout à partir de la France qui bénéficie du droit de veto. La France a toujours été contre tout ce qui était dans l'intérêt du peuple sahraoui et son autodétermination. Seules les urnes peuvent trancher dans cette situation et permettre au peuple sahraoui de décider de son destin. Et c'est ce qu'on demande depuis longtemps. D'ailleurs, ils sont nombreux à être sacrifiés pour cette cause. Et pour l'entame de la nouvelle saison, l'émission Questions d'actu consacre ce soir son thème à la question sahraoui avec des interventions d'experts d'ici et étrangers. L'émission est à suivre en deuxième partie de soirée sur notre chaîne Canal Algérie. Les rencontres de concertation avec les associations et les acteurs de la société civile se poursuivent pour bâtir une stratégie future. Cette fois, c'est à Mostaganem que Nazih Ben Ramdan s'est rendu. Le conseiller auprès du président de la République chargé du mouvement associatif et de la communauté nationale à l'étranger a rappelé l'importance des relations entre les membres de la société civile et les institutions de l'État. Salah Derbala. يكون هناك امتداد للاستشارة على مستوى الولايات لكي الجمعيات يكون عندها un interlocuteur direct. Nous devons prendre en considération le rôle des associations sur le terrain. Nous, en tant que membres de la société civile, nous sommes là pour valoriser ce genre d'initiative. Voici donc quelques préoccupations et propositions exposées par les représentants de la société civile de la wilaya de Mostaganem lors de leur rencontre avec le conseiller auprès du président de la République, chargé du mouvement associatif et de la communauté nationale à l'étranger, Nazih Ben Ramdan, qui n'a pas manqué de rappeler la nécessité de restaurer la confiance entre les membres de la société civile et l'administration. Nous devons être des partenaires efficaces et avoir un rôle central et objectif dans la société et ne pas avoir recours à chaque fois aux responsables. Nous devons avoir un rôle complémentaire et ne pas faire de concurrence entre les institutions de l'État et les membres de la société civile. Et concernant le projet de révision de la Constitution, Nazih Ben Ramdan a mis l'accent sur l'importance du référendum prévu le 1er novembre prochain. Il va y avoir d'autres mécanismes selon les articles de la nouvelle Constitution. Je dis cela seulement si le peuple algérien a décidé de donner son accord. D'ailleurs, c'est lui le maître de la décision. Nous allons procéder au changement de l'ensemble des lois qui se réfèrent à la nouvelle Constitution et où il y aura de nouvelles lois concernant la société civile et le mouvement associatif. Ces rencontres consultatives, initiées depuis quelques jours avec les différents mouvements associatifs du pays, visent à renforcer les liens entre les acteurs de la société civile et les associations.
Le ministre du Commerce, Kamal Rizig, accompagné de Aïssa Bekay, ministre délégué chargé du commerce extérieur, ont donné ce lundi le coup d'envoi de la première opération d'exportation des produits de la marque LG, fabriqués en Algérie, vers l'Espagne. Ils étaient présents à cette cérémonie, l'ambassadeur également de la Corée du Sud en Algérie et plusieurs représentants du gouvernement. Couverture, Saïd Felak. Première opération du genre en Algérie, des produits de la marque LG fabriqués localement au niveau du site de production de Bomar Compagnie à Ouled Chbel seront exportés vers le marché européen, plus précisément en Espagne. 1000 téléviseurs vont être acheminés avant la fin septembre vers ce pays de la péninsule ibérique. Nous encourageons cette entreprise qui exporte ses produits vers l'Europe et qui peut exporter même vers le monde arabe et l'Afrique. Ma présence aujourd'hui avec le ministre délégué est un message envoyé à tous les opérateurs économiques dans les différents secteurs pour dire que le ministère est à leur côté et qu'il les accompagne dans leurs opérations d'exportation. Il est important désormais pour nos entreprises, en plus de satisfaire la demande nationale, de viser l'exportation. Le développement de toute entreprise passe par l'exportation en visant les marchés africains, arabes, européens, asiatiques et pourquoi pas américains. Et moi, avec Monsieur le ministre, on essaie de solutionner tous les problèmes liés à ces actes d'exportation. Et pour cette raison, nous avons créé une cellule d'écoute qui a été dotée d'une adresse email pour nous dire les problèmes rencontrés. Bomar Compagnie ne compte pas s'arrêter là. Les responsables de cette entreprise envisagent d'augmenter la production tout en favorisant l'exportation. L'objectif de Bomar en 2025, Inch'Allah, si tout va bien, de fabriquer 3 millions de téléviseurs. 80% de ce produit va être exporté vers l'Europe et vers l'Afrique et pourquoi pas aussi le Moyen-Orient, Inch'Allah, avec un taux d'intégration minimum de 75%, parce qu'on est en train de parler l'export, donc c'est facile de voir un marché stable. Donc il ne reste quoi? Il ne reste juste d'être accompagné. Après un premier partenariat signé en 2013 entre LG et l'entreprise algérienne, les deux parties ont récemment prolongé leur collaboration jusqu'en 2023, avec à la clé plusieurs projets de production. Un total de 485 personnes ont été sauvées lors d'opérations distinctes menées dans les eaux territoriales algériennes par des unités des gardes-côtes durant la période allant du 15 au 19 de ce mois, et ce dans le cadre de la lutte contre le phénomène de l'immigration clandestine selon un bilan rendu public ce lundi par le ministère de la Défense nationale. Dans la dynamique des efforts de nos forces navales pour mettre un terme au phénomène de l'immigration clandestine, les unités des gardes-côtes ont procédé lors de 42 opérations distinctes menées dans nos eaux territoriales entre ces 4 jours, le 15 et le 19 septembre, à l'interception et au sauvetage de ces 485 personnes qui tentaient de prendre la mer de manière illicite et qui ont été prises en charge par les services compétents, alors que 10 dépouilles des migrants clandestins dans l'embarcation à chavirer ont été repêchées également, précise la même source. Détaillant ces opérations menées par les unités flottantes de recherche et de sauvetage, le MDN explique que 22 opérations ont été exécutées au niveau de la façade maritime ouest, au cours desquelles 255 immigrants clandestins ont été interceptés et sauvés. 19 autres opérations ont été exécutées au niveau de la façade maritime est, au cours desquelles 227 immigrants clandestins ont été interceptés et sauvés également, tandis que 3 immigrants clandestins ont été interceptés et sauvés au niveau de la façade maritime centre, ajoute encore le même communiqué. Ces interventions reflètent les efforts fournis par nos forces navales dans le cadre de leur mission, notamment celle à caractère humanitaire et la sauvegarde de la sécurité des citoyens. Les cas de contamination au Covid-19 sous la barre des 200. Ce lundi, 197 nouveaux cas ont été recensés. Le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus, le docteur Jamel Foura, revient en détail sur le bilan d'aujourd'hui. Aujourd'hui, le lundi 21 septembre 2020, nous allons vous donner comme d'habitude un point complet sur l'évolution épidémiologique de la Covid-19 en Algérie depuis le début de la pandémie à ce jour. Les principaux indicateurs enregistrés au cours des 24 dernières heures sont les suivants: 197 nouveaux cas, 126 nouvelles hospitalisations, 133 patients guéris, 29 patients en soins intensifs et 7 décès. Avec la déclaration de 197 nouveaux cas, l'incidence au cours des 24 dernières heures est de moins de 1 cas pour 100 000 habitants, sachant que 22 wilayas n'ont pas déclaré de cas durant les 24 dernières heures, 20 wilayas ont déclaré entre 1 et 9 cas,
et seulement 6 wilayas ont déclaré 10 cas et plus. Pour ce qui est des décès, nous avons enregistré au cours des 24 dernières heures 7 nouveaux décès, rahimahullah. Pour ce qui est des nouvelles hospitalisations durant les 24 dernières heures passées, nous avons 126 patients hospitalisés durant les 24 dernières heures. Pour ce qui est des patients guéris à ce jour sur le protocole thérapeutique, leur nombre est de 35 180, dont 133 guéris au cours des 24 dernières heures. Pour ce qui est des soins intensifs, nous avons actuellement au niveau de nos hôpitaux 29 patients hospitalisés en soins intensifs. Et pour terminer, malgré la régression du nombre de cas, il faut rester vigilant. Nous demandons à la population de rester très vigilante, de respecter les règles de prévention, notamment l'hygiène des mains, la distanciation sociale, c'est-à-dire la distanciation physique, et surtout le port de masque obligatoire en tout lieu et en toutes circonstances. C'est la fin de ce journal, merci d'avoir suivi. Les adresses pour les replays, l'info en continu s'affiche au bas de votre écran. Très bonne soirée à tous, à demain.